Nous poursuivons cette passionnante émission avec Jean-Louis de Laveissière pour un roman, Blanche des Justes, 1900-1930, Nouvelle Cité. Donc Jean-Louis de Laveissière qu'on connaissait pour des essais sur la papauté notamment, un premier roman, mais là, semble-t-il, le premier d'une série, d'une histoire, d'une saga familiale. Donc pourquoi vous lancez-vous dans ce travail, dans cette histoire? Au départ, j'ai voulu essayer de comprendre la place des catholiques en France tout au long du XXe siècle. C'était mon idée. Alors je voulais faire un seul roman. Ensuite, j'ai décidé de faire une trilogie, c'est-à-dire un premier roman 1900-1930, un deuxième roman 1938-1968, le troisième roman de 80 à maintenant. Et c'est passionnant parce que c'est une mise en dialogue des catholiques, de toute obédience, de toute tendance, de toute sensibilité, avec la modernité, avec tout ce que la modernité a de positif, mais aussi de révoltant, d'inquiétant. Cette idéologie du progrès, le scientisme. Donc il y a beaucoup de mes personnages qui sont en dialogue avec, c'est un thème récurrent dans mon premier roman aussi, le dialogue croyant-non-croyant, quelque chose que j'ai vécu dans ma famille. Et c'est une histoire familiale à l'origine? Il y a un lien? Non, c'est simplement les deux familles que je décris, dont les destins sont croisés, sont un peu comme la famille de mon père et de ma mère, une famille auvergnate assez modeste, d'aristocrates désargentés, donc du Haut-Cantal, et une famille de la bourgeoisie industrielle de Paris, une famille d'inventeurs. Ça, c'est il y a des liens quand même. L'idée, vous l'avez eu comment? Les personnages ou la famille en l'occurrence. Il y a quelques liens, il y avait des vieilles archives que vous avez retrouvées ou non, je n'ai pas retrouvé d'archives, mais il y a des lieux que j'avais envie de décrire, des atmosphères que j'avais envie de décrire. Ensuite, j'ai voulu aussi parler de mon héros, Mathieu, qui va parcourir ce siècle, est un garçon très fantaisiste et qui n'admet pas que la religion soit triste. Et la vie lui apprendra que la tristesse fait partie aussi, que la croix fait partie aussi de la réalité. Mais donc, il est un petit peu en effervescence, en révolte. Il veut que... Si on parle de la joie, il faut qu'elle soit vraiment là, cette joie. Est-ce que c'est l'histoire d'une famille catholique dans le siècle, même si ce livre, Blanche, ne couvre que les 30 premières années, donc 1900-1930? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des catholiques? Parce qu'il y a des profils très différents, oui. Même dans cette même famille, les Lavergne que vous décrivez. C'est pas au fond le conservatoire d'une famille, laboratoire même d'une famille type, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. C'est plutôt la rencontre de toutes sortes de catholiques. Mon héros, Mathieu, et les autres vont rencontrer... Par exemple, vont rencontrer un prêtre jésuite dans les années 30 qui s'intéresse aux conquêtes de la psychologie de l'époque, qui rencontre une femme psychanalyste de l'école de Jung à Paris. D'ailleurs, il y a un chapitre passionnant où il y a le dialogue entre le jésuite et la psychanalyste. Oui, chose que j'aime beaucoup faire, que j'ai fait dans mon premier roman, le dialogue entre l'agnostique et le croyant. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pourquoi ce titre Blanche? Blanche, c'est la figure de cette mère de 10 enfants en Auvergne, qui est une femme, donc par son père elle est catholique, mais par sa mère elle est protestante. Elle n'est pas d'Auvergne, elle est un petit peu mal vue dans le village, mais elle a une grande ouverture d'esprit, elle est très moderne, elle lit Zola, au moment de l'affaire Dreyfus, enfin bon, elle peut être très conservatrice, dévote aussi, dévote de la Vierge, etc. Mais c'est ce contraste, cette liberté d'esprit que j'ai sans doute connue auprès de mes vieilles tantes quand j'étais petit. Cet esprit très libre, en fait, à la fois très mystique et dévot, mais très libre dans la pensée. Et là, quels sont justement les messages que vous voudriez faire passer? Parce que quand on écrit un roman, il y a une histoire qu'on raconte, mais il y a aussi quelque chose d'essentiel que vous avez envie de dire à vos lecteurs. Quel serait ce message? C'est le pardon? C'est la tolérance? C'est plutôt
Non, il y a un message très très important. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire. Le message, c'est le message de la bonté ordinaire, la sainteté ordinaire, le service complètement désintéressé. Dans la guerre de 14, mon héros se retrouve avec un petit prêtre très modeste qui... Alors lui, il vient de connaître sa fiancée sans être marié, ils ont une relation, etc. Et ce prêtre lui dit, bien sûr, voilà, si tu l'aimes, si tu veux rester avec elle pour la vie, bien sûr que Dieu aime cela. Et donc, et en même temps, il est très traditionnel, ce prêtre qui va mourir à la guerre de 14. Donc, c'est ces visages, ces images de serviteurs qui ne savent pas qu'ils rendent service, qui le font absolument naturellement. C'est ça qui me plaisait. Pourtant, il y a beaucoup de tensions. Le chapitre sur la... On ne va pas raconter le livre, parce que, faut pas, évidemment, c'est un roman, mais par exemple, sur la guerre, je suis très, très frappé de la dureté, au fond, de ce que vous racontez. Les drames, la violence et cette bonté ordinaire, elle est soumise à rude épreuve. Et enfin, c'est pas un roman l'eau de rose. Ah non, bien sûr, c'est une belle histoire, on l'espère, mais quand même, c'est très dur. C'est très dur parce que le siècle est dur. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur le 2e tome qui inclut la Deuxième Guerre mondiale, et c'est une grande souffrance pour moi par moments, certains passages, parce que j'ai pas envie que mon livre soit uniquement sur la souffrance. Mais on ne veut pas passer à côté de la souffrance, des déportations, etc. Mais j'ai pas envie de les décrire. Mais pour moi, effectivement, il y a une dureté extrême de certaines situations. Mais dans ces situations, il y a des gens lumineux partout. Alors, certes, mais il y a aussi des... Alors, on rejoint un peu une discussion qu'on a eue précédemment sur le livre de Yann Raison de Closiou. Il y a, sur le plan idéologique, il y a des gens, il y a des antisémites. Il y a des racistes, puisque à un moment donné, il y a un héros parmi vos personnages, un noir qui arrive, qui vient d'Afrique, et qui est mal reçu et tout ça. Donc même ces gens ordinaires, ils ont quand même une pensée, ils rejettent, et avec leurs raisons. Donc cette sainteté ordinaire, elle est quand même parfois tissée de certaines ambiguïtés. Oui. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que dans ces sociétés très traditionnelles, et vis-à-vis des protestants, vis-à-vis des noirs, il y avait énormément de préjugés qui n'étaient pas forcément mal intentionnés, mais il y avait des préjugés extrêmement ancrés. Et mon héroïne Blanche, son fils Mathieu, ne sont pas à l'aise avec ces préjugés, veulent les dépasser. Ils souffrent énormément de ces clivages, également cette manière de mettre tous les gens pas normaux, entre guillemets, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les relégués, les fous dans leur coin, etc. Je suis assez révolté par dans l'ancien monde chrétien, tout de même, il y avait beaucoup de gens qui étaient exclus, qui étaient marginalisés, qui étaient... où ils se taisaient, ils finissaient dans un coin avec leur vieille mère toute leur vie, et puis ils n'avaient plus leur mot à dire. Donc, et pourtant, dans ce contexte chrétien, il y a une belle résilience, il y a des renouveaux très forts, il y a des pardons, même si c'est difficile. Encore une fois, je ne vais pas aller à la fin du livre, mais il y a, malgré tous ces tissus de contradictions, de tensions autour d'une même table, à un moment donné, il y a quand même cette capacité, alors je ne sais pas si ça vient du christianisme, ou de l'être chrétien profond, d'aimer malgré tout, ou de pardonner. Ah oui, moi ça c'est ma conviction profonde. C'est ce qui différencie peut-être le christianisme en profondeur de tous les gens qui agissent bien et qui sont justes, et même des gens des autres religions. C'est cette capacité très très difficile de pardonner, et de se pardonner aussi avec l'aide de Dieu, dans un dialogue avec Dieu. C'est quelque chose que le catholicisme permet. Oui, je me fais pas du tout d'illusions sur ces antagonismes, effectivement, qui sont très forts. J'ai mis un accent aussi, vous en avez parlé brièvement, mais c'est très important, sur... au début du roman, arrivent 2 orphelins de Lubangui-Chari, qui viennent avec un vieux missionnaire extraordinaire. Région d'Afrique.
Comment? C'était une région d'Afrique. Ils sont survivants d'un massacre et ils arrivent, amenés par l'oncle missionnaire, dans ce petit village d'Auvergne où ils n'ont jamais vu ce qu'ils appellent des nègres. Et donc, le garçon, Dieudonné, se révélera un homme complètement inculte, mais très fort, moralement très fort. Et il deviendra le meilleur frère de Mathieu. Et donc, je suis très sensible à ce sujet, à ce thème de ce dépassement des préjugés entre races, et j'ai trouvé que c'était une belle histoire de cette amitié, effectivement. Alors tout à l'heure, je posais la question à Philippe Le Guillou d'où venait ce livre, cet essai sur cette volonté de dire, d'oser dire sa foi. Est-ce que ce livre, ce roman, est pour vous aussi un moment dans votre vie, une étape, une façon peut-être d'exorciser des choses, une façon de dire quelque chose que vous avez compris du monde, parce que vous avez quand même, dans votre métier, vu beaucoup de choses. Vous avez été longuement en Allemagne, vous avez été à Rome, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que c'est un peu une méditation, au fond, sur l'être humain, sur la famille, sur la vie, les sociétés? Tout à fait, oui. Et aussi une réflexion aussi sur beaucoup de sujets qui comme tout le monde autour de ce plateau, qui préoccupent, enfin, les évolutions de la société, la robotisation. Ça sera dans le dernier roman surtout. Je voudrais beaucoup parler de cette inquiétude face à cette perte de repères. Vous parlerez de la Manif pour tous? Il faudra, ces années 90. Peut-être un peu, oui. Mais ce ne sera pas le centre de mon propos. Alors, Yann Raison du Clézieux, comment vous recevez, vous êtes professeur d'université, vous êtes sociologue, politiste, puis voilà un livre finalement qui raconte une histoire que vous connaissez bien de par vos travaux d'enquête. Comment vous recevez à la fois le livre sur le fond et puis le roman en tant que type d'écriture, parce que... Écoutez, moi je considère que la littérature et le roman sont des matériaux précieux. Sont des matériaux précieux parce que, y compris pour la recherche et pour la compréhension d'une époque, parce qu'ils donnent accès aux imaginaires. Enfin, on n'écrirait pas, je pense que le roman catholique du début du XXIe siècle n'est pas le même que le roman catholique du début du XXe siècle. Voilà. Et par conséquent, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ça parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi d'une volonté de rappeler la présence des catholiques dans l'histoire de la France, de présenter les catholiques sous un jour différent, dans la mesure où ils sont de plus en plus méconnus aux Français aujourd'hui, et il devient de plus en plus utile de leur rappeler qui sont les catholiques, mais aussi ce qu'étaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, puisqu'on sort d'une société qui était majoritairement catholique. Donc, voilà, moi, bien sûr, ce matériau littéraire m'intéresse, et j'y vois aussi un reflet des préoccupations d'aujourd'hui. Philippe Le Guillou. Alors vous, c'est le romancier, vous êtes un romancier, oui, un professionnel de cette écriture-là. Je n'ai pas à faire des compliments ou à m'ériger en critique, mais c'est un très, très beau roman, avec en particulier, je trouve, des personnages qui sont forts, qui sont incarnés. Je trouve que c'est ça qui est très, très important. Souvent, les personnages sont des êtres de papier dans les livres que l'on lit. C'est des prétextes, ils ont des noms. Ici, ils ont une richesse, ils ont une profondeur. Et je trouve qu'ils ont effectivement, vous avez fort bien dit, monsieur, ils ont une profondeur aussi parce qu'ils sont dans l'histoire. Et ils ont leur petite histoire avec petit h, mais dans la grande histoire. Et je crois que je lirai avec grand plaisir et une grande curiosité la suite, parce que là, vous avez réussi à cristalliser, je crois, un certain nombre de choses extrêmement importantes, et justement à dire l'histoire dans l'incarnation et dans l'incarnation de personnages. Et c'est ça le roman. Et puis il y a un plaisir de raconter aussi une histoire, et on est pris par la narration que vous orchestrez. Et c'est ça le plaisir du roman, qui n'est pas un plaisir intellectuel, qui est le plaisir au moment de la fiction. Et vous avez coagulé tout ça, je crois, avec beaucoup de bonheur.